Merci beaucoup aux organisateurs de cette soirée. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous pour échanger quelques réflexions sur ce qui se passe en Iran. Et d'autant plus ravie que pendant ces longues années que je suis ici, et finalement je suis aussi française qu'iranienne, même si je garde mon accent. Alors, j'ai tout le temps été questionnée par rapport à est-ce que la laïcité est importante pour l'Iran? Et c'est la première fois, je vous assure, depuis que cette révolte embrase l'Iran près de 3 mois, que je n'ai pas été interpellée tellement ou contestée, ou je n'ai pas reçu des objections dans mes interventions à ce sujet. Ça, c'est déjà un très bon signe. Ça veut dire, en fait, il y a un message qui est passé par cette révolte. Pendant toutes ces années-là, j'ai tout le temps, chaque fois que je parlais de l'Iran, j'avais le sentiment que les personnes pensaient que moi, je parle par rapport seulement à moi-même, et toute mon expérience française impacte ma position sur la chose qui se passe en Iran. Donc, pour vous dire, vous avez fait une très belle présentation, je vous en remercie. Mais en même temps, je voudrais bien préciser de quel lieu je parle pour que vous puissiez identifier et aussi rentrer avec moi dans un échange, puisque ce qui est pour nous, c'est important, qu'on soit français, française ou iranien, iranien. Ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui se passe en Iran actuellement et qu'est-ce que ça dit par rapport à la situation du monde actuel et ce que nous pouvons comprendre à partir de cette révolte ou ce mouvement révolutionnaire. Donc, de quel lieu je parle tout d'abord? Comme a été dit dans la présentation, je suis arrivée en France par l'exil politique en 1982. 3 ans après la révolution de 1979 en Iran, qui a renversé la dynastie Pahlavi, ça veut dire le dernier shah, le deuxième et le dernier de cette dynastie, et qui a amené l'islamisme au pouvoir. J'ai participé activement dans cette révolution sans pouvoir imaginer ce qui pourrait arriver, étant une étudiante de mouvement radical, de la gauche radicale. Je dis pas radical gauche puisque ça a une signification en France, mais de tendance de la gauche radicale. Et il faudrait que je vous précise qu'à l'époque en Iran, il y avait un tableau très complexe politiquement. Il y avait beaucoup de mouvements de gauche qui étaient très influents à l'université. Par exemple, à mon université, vraiment, elles étaient homogéniques, les mouvements de gauche. Et il y avait aussi les mouvements nationalistes progressistes et de centre, de droite, etc. Il y avait un tableau politique très complexe. Ça, je le dis et je le précise, puisque chaque fois qu'on parle de ça, surtout après arriver des islamistes au pouvoir, tout le monde, la plupart des gens pensaient que c'est un peu une révolution qui va dans le sens de l'histoire de l'Iran. Et que les réformes de Shah, les réformes modernisatrices étaient un peu contre le sens de l'histoire, et c'est à cause de ça que cette révolution est arrivée. Et même, il y a des sociologues ou anthropologues qui l'ont formulé comme ça, comme si cette révolution prenait le train en marche. Alors que, d'après mes analyses, qui sont aussi imprégnées d'une étude de l'histoire contemporaine de l'Iran, je suis arrivée au résultat contraire. Et je vais vous le dire en quelques mots. Et là, en fait, il y avait une image, si vous voulez, et il y a une autre dimension aussi à ces images que nous recevons en Occident par rapport aux pays dits islamiques, puisque ça, c'est déjà le problème commence par là. C'est qu'on identifie les pays par une religion.
alors il vient jamais à votre esprit de dire, au lieu de dire la France, dire il y a un pays, ça veut dire catholique, ou dire en Italie, même en Italie où il y a quand même le pape qui est là, on ne dit pas Italie, on l'identifie pas comme un pays catholique. Mais pour les pays comme nous, comme les pays du Maghreb, comme l'Égypte, comme la Turquie, tout le temps on dit les pays islamiques. Donc on englobe tous ces pays qui ont des histoires très diversifiées sous l'adjectif de l'islam. C'est-à-dire sous l'angle de leur appartenance à une religion. Mais si vous regardez de l'intérieur, ça veut dire que l'Iran, par exemple, vous voyez un pays où il y a de multiples peuples et de multiples religions. Déjà, il y a eu avant l'islam la religion zoroastrienne. Il y a dans le passé, c'est au 7e siècle que l'Iran a fut islamisé. Et il existait, et il existe toujours, plusieurs religions. Les Juifs existaient. Maintenant, bien sûr, leur nombre a été diminué à cause de la répression, parce que les Juifs étaient toujours considérés. Chaque fois qu'il y a quelque chose, ils sont ciblés. Ils ont été toujours ciblés par une répression. Et chaque fois, cette répression a été justifiée par rapport à leur appartenance, prétendue appartenance à Israël. Et il y a aussi les Arméniens, les chrétiens. Il y a aussi les Bahaïtes, le bahaïsme, qui est une religion née après l'islam. Et c'est pourquoi elle est absolument réprimée par les islamistes. Ça veut dire que les Bahaïtes n'ont pas en Iran les droits de cité, mais il existe, elles existent, les personnes Bahaïtes, et elles ont leur combat. Ça veut dire, en fait, elles sont dans une résistance importante face à ce régime, même si leur religion leur interdit une activité politique, de rentrer dans une activité politique. Donc, je voulais dire que la réalité iranienne, c'est une réalité beaucoup plus complexe que les images qui sont transmises par les médias depuis longtemps le donnent. Et cette réalité-là se donne aussi à travers une histoire de lutte sociale et politique qui dans l'histoire, si je me contente de rappeler les grands axes de ces luttes au XXe siècle, l'Iran a eu au début du XXe siècle, en 1905 à 11, une révolution constitutionnelle. C'est le premier pays du Moyen-Orient qui a fait une révolution constitutionnelle pour mettre fin au despotisme et de créer un parlement, de mettre en place un parlement. L'image de l'Occident à l'époque, l'Occident progressif, était très intéressant pour les avant-gardes de cette époque. Et si on regarde, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans mes essais, si on regarde la scène politique de ce moment-là, malgré le fait qu'il y a eu comment on pourrait dire, il y a eu une société qui n'était pas fortement urbanisée, avec une élite et des classes moyennes pas très développées. Les avant-gardes de cette révolution et même les slogans de cette révolution et la littérature de cette révolution sont très axés sur la liberté. En 1905 à 11 déjà. Et déjà à l'époque, il y a eu une confrontation entre les démocrates, les gens qui défendaient la fin du despotisme et la loi constitutionnelle, et les islamistes. Les islamistes de l'époque, qui demandaient l'instauration de la charia, l'instauration entière de la charia. C'était un courant islamiste qui confrontait les révolutionnaires du moment. Et la question des femmes était déjà posée. Et si on regarde l'analyse que j'en ai faite de la littérature de cette époque, met en évidence que le voile, à l'époque, dans la littérature de ce moment-là, était le symbole de l'enfermement des femmes. Et il y a eu plein de poésie,
il y a eu, après cette révolution aussi, au début du siècle, il y a eu beaucoup de textes littéraires de critique du voile. Mais des années après, en 1979, c'était tout à fait le contraire. Le voile est devenu, le voile des femmes est devenu le symbole d'une révolution islamique qui était représentée par le leader Ayatollah Khomeini, qui avait pris l'hégémonie sur toutes les forces révolutionnaires et qui ont finalement gagné la révolution avec le consensus qui leur a été offert par les groupes non islamistes, y compris la gauche, les nationalistes progressistes, etc., etc. Tout ce que j'ai appelé le tableau de politique de l'Iran à l'époque. Vous voyez, c'est ça qui est très intéressant pour comprendre l'Iran. Comment ça se fait qu'un pays, au début du siècle, vous avez toute une réflexion contre l'islamisme et les islamistes échouent au début du siècle, ils ont échoué puisqu'il y a eu un parlement qui a été constitué, etc. Et le leader islamiste de l'époque, Cheikh Fazlullah Nouri, a été pendu sur la place publique avec l'approbation de certains théologiens de l'époque, des clergés de l'époque. Vous imaginez la scène. Le leader islamiste de l'époque a été échoué, pendu, etc. Et des années après, Khomeini a dit que c'était son grand-père intellectuel, ce leader-là. Et il a pris le pouvoir. Et c'est là où, quand on a une image très unifiée d'un pays, que ce soit en Iran, l'Égypte, etc., vous avez des questionnements qui sont pas bons. Et quand vous n'avez pas de bons questionnements, vous n'avez jamais de bonnes réponses. Donc, quand vous imaginez que le pays a été toujours islamiste et que le pays a été toujours sous l'influence de l'islam, vous pouvez vous dire, mais comment ça se fait qu'au début du siècle, les islamistes échouent et dans les années 80, à la fin ça veut dire en fait presque à la fin du siècle, ça veut dire 20 ans avant, ils gagnent. Qu'est-ce qui explique cela? C'est ça la bonne question. Au lieu de dire oui, c'est l'islam, c'est leur culture, etc., etc. Donc, c'est le tableau politique qui explique ce renversement. Et malheureusement, comme on n'a pas ce tableau politique et comme à partir des années 70, je dirais qu'il y a une partie des chercheurs, il y a une partie des personnes qui sont dans la pensée, etc., ont commencé aussi à reproduire des analyses culturalistes, entre guillemets. Quand je dis entre guillemets, parce que le culturalisme de l'époque de Durkheim ou la question des relativistes culturels de l'époque, ils étaient plus progressistes. Ils étaient pour dire, pour dire que chaque pays a sa propre culture et donc les racistes ont tort, pour minimiser et pour nier le fait que les personnes qui ne sont pas occidentales ont leur propre culture. Ça, c'était une vision de culturalisme qui s'est perdue après. Les relativistes culturels après, ou aujourd'hui depuis des décennies, ils sont beaucoup plus en train de dire ne touchez pas, chaque fois qu'il existe une question culturelle ou religieuse, c'est leur religion, c'est leur culture. C'est pas la peine de critiquer. Ça veut dire, en fait, le relativisme culturel de notre époque, c'est un obstacle à la réflexion critique. Est-ce que c'est clair? Donc, effectivement, cet obstacle-là a été employé pour l'Iran aussi. Et chaque fois que moi, j'intervenais pour dire, écoutez, la question iranienne est complexe et il faut regarder et il faut voir aussi que la République islamique, comment s'est instaurée, quels étaient son bilan, quelles étaient sa pratique, j'étais contrée non seulement par le public lambda, mais par les gens qui étaient intellectuels. Dans les recherches, au nombre de recherches, par exemple, postcoloniales, ou les études de genre, etc., etc. Et finalement, cette histoire de relativisme culturel est arrivée à un tel degré qu'on a vu dans les années 90 apparition de termes comme féminisme islamique, par exemple, et qui veut rien dire, mais aujourd'hui,
à la lumière de ce qui se passe en Iran, vous trouvez nulle trace de ce concept. Où est-ce qu'il est parti? Mais encore la bonne question serait, où est-ce qu'il est né? Comment il a été né? Dans quel contexte il a été diffusé? Et si vous allez chercher ça, vous allez voir que ce concept a été créé dans les universités occidentales. Ce n'est pas venu de l'Iran, ce n'est pas venu de l'Égypte, ce n'est pas venu du Maroc. C'est venu des universités occidentales. Et j'ai fait d'ailleurs tout un entretien avec Gérard Biard pour Charlie Hebdo à l'époque où ils avaient un numéro spécial et qui était titré « Le féminisme islamique est né dans les universités occidentales ». Et c'est vrai. Et j'ai tout un chapitre dans mes différents essais sur ça. C'est pour vous dire que la réalité iranienne, elle a été regardée par le prisme de certains culturalismes primaires, qui n'a rien à voir avec les culturalismes savants au début, et qui est complètement déformé au profit de la justification de la République islamique. Et ça a été, moi dans mon exil, j'étais tout le temps confrontée à ça. Puisque quand je suis arrivée ici, en fait, tout le processus de l'écriture, que ce soit dans les romans, dans les nouvelles et si vous regardez par exemple mes textes, que ce soit dans le domaine de l'essai ou dans la littérature, toutes les personnes, ça veut dire que la grande question est la question des femmes. C'est pas parce que je suis femme. C'est parce que ce qui m'a interrogée par rapport à ce pays, c'était cette question-là, puisque cette question était un miroir, quelque part, de ce qui est devenu cette société. La question des femmes, et quand on dit la question des femmes, pour moi, c'est la question qui est au centre du modèle social et politique. Comme vous aviez dit dans votre présentation, vous êtes un groupe, vous êtes UFAL, c'est pas familialiste, parce que vous pensez que c'est une question qui aborde tout le modèle social. La question des femmes, la même chose, puisque les femmes sont à la frontière entre la privée et la publique. Toutes les relations humaines, elles sont présentes. Elles sont de toute façon, elles sont pas une minorité, elles sont plus de la moitié de la société. Et la question des droits des femmes ou du statut de femme ou la condition des femmes est à la fois interrogée par les rapports politiques et sociaux, mais aussi par les rapports intimes, l'amour, la sexualité, l'érotisme, etc., etc. On est d'accord? Donc, ça englobe toutes les dimensions de la vie de la société. Et donc, moi, en fait, en tant que femme de gauche radicale, j'étais confrontée à une contradiction énorme dans ma vie propre, puisque quand j'étais en Iran et la révolution est arrivée, j'ai participé avec beaucoup d'enthousiasme dans cette révolution. Et tout de suite après, il y a eu j'étais confrontée à un échec flagrant. En fait, j'ai compris, c'est-à-dire que le premier acte que Khomeini a commis, le leader religieux de l'époque, a commis après arriver au pouvoir, était appeler les femmes au port de voile dans les services publics. Et le lendemain, il y avait des milliers de femmes qui étaient dans la rue pour protester. Moi, ma mère ne portait pas le voile. Ma grand-mère portait un voile, un pelage. Ça veut dire, en fait, c'était pas quelque chose d'idéologique. Il me disait toujours, c'est éducationnel. Quand je lui demandais pourquoi tu le portes, il disait, je l'ai toujours porté. On m'a dit de le porter, mais toi, tu vas voir toi-même. En fait, c'était ça son discours, alors que c'était une femme qui était assez intelligente, mais qui n'était pas très lettrée quand même. Mais elle avait cette réflexion-là sur le voile. Donc, à l'époque, tous les groupes de gauche et les autres groupes non-islamistes, les démocrates, etc., elles ont dit aux femmes de rentrer chez elles dans les manifestations contre le voile, puisqu'elles disaient ce n'est pas l'enjeu de la révolution. Maintenant, l'enjeu, puisque c'était presque quelques semaines après l'arrivée de Khomeini au pouvoir.
Et donc, elle disait, nous, on a encore autre chose à faire. Il y a les enjeux anti-impérialistes, et la révolution n'est pas encore achevée. C'est pas la peine. La question des femmes est secondaire. Et donc, pour moi, théoriquement, ça faisait sens. Et dès qu'ils ont commencé, ça veut dire, en fait, quand les femmes ont été interpellées pour rentrer chez elles, et il y a eu même les grandes figures des femmes intellectuelles qui, après, elles l'ont quand même regretté, elles ont écrit, elles ont fait leur autocritique, comme Dr. Romana Ater, qui était d'ailleurs exilée ici, qui était une historienne très intelligente et dont les travaux nous sont très chers. Elle aussi, elle est allée dans l'université pour dire aux femmes, rentrez chez vous, c'est pas le moment. La révolution doit être achevée. Nous, on a des autres combats à mener. Donc, finalement, quand les femmes sont rentrées chez elles et les groupes islamistes ont commencé à bafouer toutes les manifestations pour la liberté, etc., il y a eu une censure. Après, voilà, je raccourcis. Il y a eu une répression et nous avons été poursuivis. Moi, je suis passée à la clandestinité et là, j'étais tout à fait ébranlée par la situation. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Moi, il y a quelque chose que j'ai raté, en fait. Et comme je n'avais aucunement envie de quitter mon pays, j'aimais à tel degré mon pays comme mon père, puisque à l'époque, mon père me disait, c'était quelqu'un de très éclairé, il me disait toujours, Shala, il faut que tu ailles, par exemple, faire expérimenter l'extérieur, va dans un pays occidental. À l'époque, par exemple, ma grande sœur a accepté, mais j'ai jamais accepté de quitter l'Iran puisque je voulais absolument pas. Et donc, sur le chemin de l'exil, qui était vraiment un grand trauma et c'était beaucoup de douleur. Quand je suis arrivée ici, j'avais l'image quand même, beaucoup d'images, et parmi ces images, celle qui m'interpellait le plus, c'était l'image d'un jeune garçon. Un de ces jours, alors que j'étais dans la clandestinité, je sortais quand même, mais je n'arrivais pas à me résoudre à mettre ce voile, puisque les gens commençaient à mettre le voile, et pour moi, c'était quand même important de le mettre par rapport à la sécurité quand même. Mais je n'arrivais pas, c'était vraiment, puisque j'étais en train de comprendre ce qui était en train de nous imposer. Et c'est un jeune garçon qui est venu m'interpeller en disant, avec une arme Kalachnikov à l'époque, ils avaient armé les jeunes de quartier, les islamistes, les jeunes, il avait 15 ans, je pense. Ce jeune-là, il avait 15 ou 16 ans. Il m'a dit, pourquoi tu l'as pas mis ici? Imam Khomeini a dit de le mettre, mets-le. Il m'a regardé, et moi, dans ses yeux, je voyais une haine. Ça veut dire, en fait, pour moi, c'était rigolo, cette scène était rigolote. J'ai souri, mais elle me regardait, elle m'a dit, je te demande de le mettre. Et moi, j'ai compris que c'était vraiment, il rigolait pas. Et je voyais dans sa tête et dans sa manière de poser devant moi, je me voyais, voilà, qu'est-ce qu'on a foutu, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire aux femmes? Et quand je suis arrivée ici en exil, la première question qui me hantait, c'était ça. Pourquoi j'avais pas vu? Alors que j'avais tous les moyens de le voir. J'étais à l'université, je lisais énormément depuis l'enfance, j'écrivais déjà à l'époque, j'avais quand même une famille, j'étais au sein d'une famille séculière qui ne m'imposait pas quelque chose de religieux. Comment ça se fait que je n'avais pas vu ce danger? Et ils ont pu, comme ça, et pas seulement moi, des milliers de gens comme moi. Donc, effectivement, quand je suis allée à la Sorbonne pour reprendre, après avoir appris la langue française, puisque je connaissais rien de cette langue, quand j'ai pris comme sujet de mémoire l'histoire sociale de voile, puisque c'était dans la sociologie, et là, j'ai vu que la question des rapports sociaux de sexe, la question des femmes était au centre de toutes les luttes sociales pendant ce siècle-là. Et
ça nous avait été échappé complètement. Et donc ici, j'ai commencé à travailler et j'ai tous les essais que j'ai écrits sur l'expérience iranienne qui explorent cette expérience, y compris les hommes, la société, la question sociale, la question économique, mais ont pour terme les rapports sociaux de sexe, puisque j'avais compris cette grille méthodologique. Et quand j'ai fait, à la fin, par rapport à la thèse, j'ai fait une étude des grands penseurs, des grands noms qui avaient abordé la question théorisée sur l'islamisme, personne ne prend ce sujet comme le centre, comme un axe central. Personne. J'ai fait une critique de ça dans le livre dont vous avez parlé, qui a eu le prix Le Monde. Et là, l'idée de ce livre était ça. Comment ça se fait que cette question est absente? Elle est très présente dans les médias, la question des femmes, le voile, etc. Elle est très absente dans les études théoriques. Pourquoi ce paradoxe? Puisque moi, je suis toujours persuadée qu'il faut formuler les bonnes questions. Donc, la bonne question que j'ai trouvée, c'était ça. Comment ça se fait que les grands chercheurs aussi font un chapitre sur les femmes? Non pas qu'ils ne parlent pas, mais un chapitre. Alors que c'est vraiment le centre du sujet. Et après, petit à petit, quand j'ai regardé, puisque en 1979, la révolution iranienne a exporté un langage politique innovant, islamiste innovant pour le monde entier, innovant dans le sens où c'était une articulation entre les concepts idéologiques modernes comme la République, comme la Révolution, avec les concepts religieux. La République islamique, ça sonne moderne. Ça sonne pas comme l'État islamique de Daesh. Ça sonne moderne. Ou la révolution islamique, ça sonne moderne. Et c'est pourquoi, par exemple, les gens comme Foucault, Michel Foucault, elle disait, pour moi, c'est très intéressant, puisque quand même, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose d'inédit. C'est vrai, c'était inédit, puisque ça avait recyclé tous les pensées islamistes et le présenté dans un nouvel emballage très, très attirant, qui séduisait pas mal les gens. Et même en France, ça séduisait pas mal. Donc, des années après, j'ai trouvé une exception en travaillant sur ce sujet, etc., en écrivant. Et par exemple, par rapport à mes nouvelles sur l'exil et le deuil, c'est-à-dire qui a été traduit, puisque je les écrivais en langue persane, après été traduit par une femme française d'origine égyptienne, et ça a été publié en langue française sous le titre Chemins et brouillards. Ça veut dire en fait tout le brouillard qui va avec l'exil, avec les chemins de l'exil. Et donc, quand j'étais avec les lecteurs et lectrices français, ils me disaient, Chala, et même, je me rappelle, dans un des journaux français, avait dit les bourgeoises iraniennes qui étouffent dans les chambres de bonne à Paris, alors que c'était pas ça. Vous voyez, ça veut dire qu'en fait, il y avait cette idée, comme si les gens qui sont en exil sont tous des bourgeoises qui fuient une révolution populaire. Tout simplement ça. Même dans la littérature, il y avait cette image qui dominait, alors que moi, bien sûr, je vivais dans une chambre de bonne et j'avais écrit ces nouvelles par rapport à l'histoire de l'exil qui pouvaient être aussi universelles, mais finalement, ça n'a rien à voir avec la question de la classe sociale. Mais c'était l'image qui existait de cet exil des Iraniens, alors que c'était la deuxième vague d'exil où j'étais. La première vague d'exil, c'était les dépendants de cour royale, bien sûr. Mais la deuxième vague d'exil, c'était des intellectuels, les étudiants comme moi, qu'on était assez fauchés ici, qu'on travaillait. Ça ne veut pas dire que je venais pas d'une famille de classe moyenne. Si, bien sûr. Mais c'était pas du tout ce qui me définissait. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient ici, des artistes, des intellectuels, etc. Mais elles étaient assimilées à la bourgeoisie. Par rapport même à la critique littéraire. Vous voyez quand même la perversité de l'image qu'on renvoie
d'une population. Finalement, moi, chaque fois, que ce soit par rapport à la littérature, que ce soit par rapport aux essais, j'étais toujours devant cette question. Est-ce que vous n'êtes pas occidentalisé? Est-ce que vous pouvez représenter des femmes iraniennes? Est-ce que je me tuais à dire que ma mère n'a jamais porté le voile, que je m'étais pas dévoilée ici et que je portais pas le voile en Iran. J'avais l'impression que ça passait pas, que ça enregistrait pas ce message. Et c'est la première fois que je vois qu'on me pose pas ce genre de questions parce que la révolte Femme, Vie, Liberté est une révolte au centre de laquelle il y a les femmes. Et les femmes qui brûlent les voiles. Attention, brûler le voile, ça ne veut pas dire qu'elles vont aller tirer le voile sur la tête des femmes dans la rue. Aucune personne révolutionnaire, aucune personne qui est dans ce mouvement n'est pas allée attaquer une femme voilée. C'est le contraire. C'est les femmes agents de l'islamisme qui sont bien sûr entièrement avec le voile intégral qui vient attaquer les femmes qui sont en mouvement dans la rue. C'est pas le contraire. Et la question de turban, ça veut dire que le geste que vous avez vu, peut-être les jeunes qui vont aller, et j'ai fait tout un texte à Franc-Tireur à ce sujet. Ça veut dire un grand texte qui explique toute l'historique de cette révolte. C'est ce geste-là, ça cible une religion qui a pris le pouvoir. Une religion qui s'est accaparée de pouvoir, qui s'est idéologisée. En fait, c'est toute la différence entre l'islamisme comme une pratique idéologique, comme un programme politique et idéologique, et être musulman. Être musulman, il y a plusieurs façons d'être musulman, et les gens le pratiquent, mais dans le monde entier. Mais l'islamisme n'est pas une pratique religieuse. C'est une idéologisation de religieux, comme les catholiques intégristes ou les évangélistes qui sont en Amérique avec l'extrême droite, main dans la main, pour les slogans contre le droit à l'avortement de femmes. Toujours les femmes, toujours la sexualité, toujours la question des droits sexuels qui sont au centre de ces mouvements idéologico-religieux. Donc en Iran, ce qui se joue, c'est un combat contre une idéologie politico-religieuse, une religion qui a pris le pouvoir, et c'est vraiment un combat laïque par excellence, puisque qu'est-ce qui veut dire la laïcité? La laïcité ne veut pas dire qu'on va en finir avec toutes les religions. La laïcité voudrait dire que la pratique religieuse devient une pratique personnelle et que l'exercice politique est différencié de l'exercice de la pratique religieuse et que l'État et la religion sont séparés. C'est exactement les slogans politiques en Iran actuel, pas aujourd'hui au sein de cette révolte. Il y a une décennie, avant qu'il y ait cette révolte, il y a eu des émeutes urbaines. Moi, j'ai écrit d'ailleurs, et malheureusement, encore une fois, en France, on disait c'est économique, alors que les slogans étaient très politiques. Et j'ai écrit à l'époque une tribune, je pense, Marianne, vous allez trouver tout ça sur mon site, et j'ai écrit en disant « Écoutons les slogans des manifestants ». Puisque c'est ça qu'il faut écouter. C'est pas la peine d'aller dans son laboratoire ou dans son bureau de journaliste, imaginer des choses. Il faut regarder ce qui est la réalité. Et donc, effectivement, les slogans étaient quoi? C'était mort à la dictature. Très, très vite. Ça a commencé par la vie chère, mais c'était tout de suite politique. C'était, ça ciblait le leader suprême religieux, et un des slogans était, le peuple disait envers le leader suprême, tu as fait de la religion un tremplin, tu nous exploites à mort. C'était ça le slogan. Et ça, c'est quoi si ce n'est pas une revendication claire de la laïcité? C'est quoi si
c'est contre une religion qui a pris le pouvoir. Et il y avait plein de slogans comme ça que j'avais amenés dans cet article, mais les gens et les soi-disant, les personnes qui étaient interviewées, rien à faire. Ils disaient toujours c'est économique, oui, la République islamique est confrontée à des mécontentements économiques, etc., etc. Non. Depuis plusieurs décennies, la République islamique est confrontée à une désillusion de la population, bien sûr. Même le mouvement vert, rien qu'aujourd'hui, j'étais en train de regarder un des films qui était sorti clandestinement de l'Iran, qui reprenait les scènes du mouvement vert en 2009, et les gens le disaient, ils disaient c'est le contexte de l'élection qui nous permet de dire ce que nous voulons pas. Voilà. C'est pas, et il y avait des gens qui étaient bien sûr pour le candidat réformateur, puisqu'ils avaient cette idée qu'il va changer la situation, qu'il va introduire les réformes. Moi, j'avais écrit à l'époque d'ailleurs, c'est impossible les réformes, c'est-à-dire les réformes impossibles, puisque la structure de pouvoir ne permet pas la réforme. Le peuple iranien a essayé tout, a tout essayé, mais si vous vous dites que vous êtes intellectuel, que vous écrivez, que vous faites, il faudrait que vous soyez un peu en regardant ou vous penchiez sur les réalités. Et la réalité nous disait clairement que c'est un pouvoir totalitaire, dans le sens de Hannah Arendt, ça veut dire en fait qui fait de l'idéologie un modèle qui va imposer, qui va créer un nouvel genre de l'homme, de l'être humain. Et ça, j'ai consacré tout un livre à la prison politique de l'époque qui s'appelle « Le nouvel homme islamiste, la prison politique en Iran ». Et ce livre-là a été presque enterré en fait en France en 2002 déjà. Et parce que les gens, mes amis qui avaient des relais journalistiques, ils disaient c'est trop radical. Mais aujourd'hui même, on sait que c'est pas trop radical. Mais si vous voulez, mais à l'époque, on disait non, c'est pas possible puisque c'était l'époque de Khatami. C'était l'époque des réformistes à l'intérieur et la France et les autres pays occidentaux voulaient faire des négociations. Et ils pensaient que revenir sur les crimes politiques, c'est pas nécessaire. Alors que c'était tout à fait nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une génération sacrifiée. Aujourd'hui, on est en train de vivre la même chose. Ils ont tué presque 400, plus de 400 personnes. Le corps battant de cette révolte, ce sont des jeunes. Et chaque jour, on a l'image d'une nouvelle figure d'une fille ou d'un garçon tué dans la rue et qui n'ont rien fait que revendiquer la liberté. À l'époque, la première décennie de la République islamique était sanglante. Des milliers de prisonniers politiques, des milliers de morts, des centaines d'exécutions. Et tout ça passait ici inaperçu. Et donc, quand on en parlait, on disait c'est trop radical, c'est trop exagéré, etc. Aujourd'hui même, cette révolte, ça nous invite quand même à interroger à la fois le passé, le présent et l'avenir. Et je vais dire que ce qui est la particularité, je vous ai dit, il y a une continuité, il y a eu des luttes, il y a eu des résistances, il y a eu en 2009 le mouvement vert. Avant ce mouvement vert, il y a eu la résistance de toute une génération qui était ma génération, qui ont perdu leur vie dans les prisons politiques. Il y a eu un grand massacre de prisonniers politiques quelques mois avant la fatwa de la mort contre Rushdie, l'écrivain Rushdie. En 1988, il y a eu une fatwa de Khomeini pour la liquidation des prisonniers politiques en Iran. 4000 personnes, prisonniers politiques, ont été pendus. La forme pendaison a été choisie pour que les bruits de balles ne retentissent pas à l'intérieur de prison. Et ce crime, ici, moi j'étais ici à l'époque, on allait avec les gens, les autres Iraniens qui étaient dans la défense des droits humains, on allait voir les organismes de défense des droits humains, les Nations Unies, etc.,
la Ligue des droits humains, etc., Amnesty, il y a eu des rapports, mais les journaux mainstream, seulement des petites rubriques. C'est vrai, la Libération avait eu des dossiers après quand j'ai fait les recherches, mais l'opinion publique n'a pas été informée. C'est sur ce massacre. Et des années après, 2021, ça veut dire que je pense que c'était, 2021, c'était, l'année dernière, il y a eu un tribunal à Stockholm qui a commencé en 2021, je pense, qui a commencé parce qu'il y a un des anciens prisonniers politiques qui a écrit des livres aussi sur ses mémoires. Et ce sont ces mémoires que j'avais explorées pour écrire ce livre. Il a arrêté un des bourreaux de ce massacre, un de ses propres bureaux, puisque ça veut dire que cette personne, elle peut pas, c'est un homme, elle pouvait plus, ça veut dire, en fait, elle a fait pas mal de recherches et elle a arrêté, le tribunal suédois, selon le principe de compétence universelle, a fait un tribunal pour juger le crime. Ce qui est quand même quelque chose de très important qu'il faut que vous sachiez, c'est que on a compris et on le savait déjà, mais ce tribunal l'a confirmé. Le président actuel de la République islamique, M. Raïssi, a été membre de la commission de mort qui a mis en exécution cette fatwa de Khomeini. Il a participé dans la liquidation de 4000 des prisonniers politiques qui n'avaient rien fait, étaient en train de finir leur peine, qui étaient des peines injustes. Seulement, ils voulaient liquider, parce que c'était la fin de la guerre et l'échec dans la guerre, ils voulaient liquider tous les prisonniers politiques qui restaient, plutôt les résistants. Si vous voulez, c'est ça, c'est un criminel qui est à la tête d'un pays et qui a déjà participé dans le massacre d'une génération, aujourd'hui continue le massacre de cette génération. C'est ça la continuité. Mais maintenant, pour finir, je vais vous dire les différences, puisque je vous ai donné le tableau de la continuité depuis le premier siècle, le début du siècle, 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. Les islamistes ont pris le pouvoir, ils ont imposé un système totalitaire, ils ont réprimé toutes les résistances qui étaient énormes dans la société iranienne. La République islamique est née dans le sang, c'est confirmé dans le sang, mais à l'extérieur, il n'y a pas eu une idée très précise de leur répression. Parce que la question de la guerre, toutes les attentions des pays à l'extérieur étaient sur la guerre. Et si vous voulez, aujourd'hui, après les maintes résistances, on arrive à la révolte femmes, vie, liberté, qui a la particularité de cumuler toutes ces expériences de résistance avec une radicalité qui vient aussi par l'expérience de ces échecs multiples des résistances précédentes. Ça veut dire l'échec de réforme, l'échec de toutes les désillusions que le peuple iranien a vécues. Et aujourd'hui, il y a une radicalité dans cette réforme qui s'exprime sur 2 ou 3 points. Premièrement, la demande de la laïcité, la sécularisation est très claire. C'est une différence énorme. Vous imaginez, en 1979, c'est un leader religieux qui a pris le pouvoir. Aujourd'hui, c'est le turban qui tombe. Vous voyez la différence. Deuxièmement, c'est la question des femmes. À l'époque, on a demandé aux femmes de rentrer chez elles. Aujourd'hui, les femmes sont dans la rue, elles sont au centre et leur figure représente la révolution iranienne. Même si il y a beaucoup d'hommes, et c'est d'ailleurs les femmes et les hommes ensemble qui disent femme, vie, liberté. Donc le mur de la non-mixité est tombé. Et quand vous voyez les images qui viennent de l'Iran, les filles lycéennes font, à l'université, les étudiants, puisqu'il y a des self-service, il y a des cafés et tout, non-mix, ça veut dire pour manger non-mixte, ils viennent à l'extérieur, même sous la pluie, ils mangent ensemble pour dire non à cette non-mixité régressive. Ils font tomber le voile.
Vous avez vu, ils coupent de toute façon même tous les symboliques de ce mouvement qui sont très, très artistiques aussi en même temps, qui sont très inventifs, que ce soit le fait de couper les cheveux, de brûler le voile, de faire tomber les turbans, et tout ça qui se propage dans le monde entier et qui va même à la Chine dans leur protestation contre le pouvoir. Si vous voulez, c'est le résultat d'une accumulation des luttes, des résistances, des échecs, etc. Et on arrive aujourd'hui à cela. Donc ça, premièrement, la visibilité non contestable des slogans laïques. 2, la visibilité non contestable de la question des femmes et des droits des femmes qui est au centre. Et 3, la question de, si vous voulez, l'unité des mouvements révolutionnaires. Ça veut dire, en fait, l'Iran étant un pays multipeuple, il y a les Kurdes, il y a les Baloutches, etc. Et pendant longtemps, la propagande de la République islamique était qu'on risque de division de pays et que les Kurdes veulent sortir de l'Iran, avoir le grand Kurdistan, etc., les Baloutches aussi. Tout ça, ça tombe alors. Et je dirais que ce système totalitaire il y a 2 piliers qui sont tombés, et ça, c'est un acquis important de cette révolte. Le pilier de la peur, puisque là, le pouvoir totalitaire règne sur la peur, toujours, et imposer aux gens de faire semblant. Il y a eu, par exemple, le phénomène de mauvais voile qui se développait tout le temps. Ça démontrait que les gens font semblant. Mais c'est fini. Ça veut dire qu'en fait, le mensonge est fini et les gens disent la vérité à haute voix depuis une décennie, mais maintenant beaucoup plus fort que jamais. Et le mur de la peur est tombé aussi. Bien sûr, il y a la répression et le mur de la peur est tombé. Hier, ils ont procédé, puisque moi je perds un peu la notion du temps et de l'espace. Si vous voulez, je vis un peu au rythme de l'Iran. À cause de ça, ça veut dire en fait, je vis à la fois ici et là-bas. Donc, si vous voulez, ils ont fait la première exécution des protestants avec un message de la peur. Mais effectivement, ce qu'on voit, c'est que ça marche pas. Ça ne marche pas. Alors qu'avant, ils ont fait tout le temps, ils continuent dans la même lignée. Et cette fois-ci, la pression internationale, pas suffisamment, pas comme il faut, mais elle est là. Parce que le monde a, par exemple, ma génération, personne n'a entendu sa voix. Dans les prisons, quand ils ont été pendus, personne. Et même les gens qui le savaient ici, les instances internationales étaient au courant. Tout le monde était au courant. Ils se sont contentés de faire des petites rubriques. Mais aujourd'hui, quand même, il y a heureusement, cette révolte amène quand même au fait que les pouvoirs occidentaux qui se veulent les représentants des valeurs humaines transversales et universelles agissent, mais pas suffisamment. Et je pense que ce qui nous fait regretter la situation actuelle par rapport à cette réaction du monde des pays démocratiques occidentaux, c'est leur absence de politique concrète. En fait, bien sûr, les déclarations sont là. Les déclarations, nous sommes indignés, nous rendons hommage au courage du peuple iranien, nous admirons le courage des femmes iraniennes, mais ça ne suffit pas. Les gestes les plus routine dans ce genre de situation, qui est appeler les ambassadeurs, n'a pas été faite. Ça a été fait dans d'autres occasions, n'a pas été fait. Et pour les Iraniens, c'est quand même un signe de pas très agréable. Il envoie plein de messages en disant « Nous attendons quand même des signes plus forts » et effectivement, on ne le voit pas. Et moi, je vais terminer par cela, c'est que l'opinion publique, bien sûr, le pouvoir, on est dans une société démocratique, le pouvoir a son champ de pouvoir,
Mais la société civile a ce mot à dire, a cette pression à faire. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on puisse appeler le pouvoir à passer à des choses, à une politique concrète, de dépasser le stade de rendre hommage, exprimer l'indignation, pour arriver quand même à des gestes politiques concrètes et qui puissent avoir un effet concret sur le pouvoir iranien qui ne connaît aucune limite. Merci pour votre attention.